Je travaillais à Air France en fait, mais où j'ai pas en tant que tel de fonction de sociologue. Et après avoir travaillé en atelier, dans un atelier d'électronique sur les instruments de bord, j'ai repris des études et donc passé un doctorat de sociologie. Et depuis, en fait, donc une vingtaine d'années, je publie un certain nombre de recherches. Au début, donc c'était sur le transport aérien. Ça a été l'objet d'ailleurs de ma thèse. J'ai après un peu plus travaillé sur la formation professionnelle. Et puis, dernièrement, je me suis réorienté sur les questions de santé au travail. Et à chaque fois, en fait, j'ai essayé de regarder comment analyser plus finement le transport aérien avec ces regards différents. Donc, par exemple, en matière de formation professionnelle ou donc dans le domaine de la santé au travail. Et donc, parmi les publications, donc, il y avait un livre en 97 sur les conflits à Air France, Ceux qui croyaient au ciel. C'est un très beau titre, mais enfin bon. Et après, donc, j'ai eu une thèse sur la mise en relation en fait, entre le travail et la recherche de profit et les notions de service public, comment les salariés, dans les actes quotidiens, étaient confrontés en fait, à une tension entre les deux dimensions. J'ai après, j'ai un peu plus travaillé aussi sur, sur la santé au travail, et notamment sur un conflit à Air France en 2007 des personnels navigants commerciaux. Donc les PNC, c'est un terme que j'emploierai beaucoup, sont les personnes, les hôtesses de l'air et stewards, qui ont fait donc un grand conflit par rapport aux conditions de travail. Et voilà. Et là encore, j'ai un article en attente là, qui va être bientôt publié, je pense, sur la licence européenne et donc la façon dont les personnels navigants commerciaux ont essayé de négocier au niveau européen la reconnaissance de leurs qualifications, avec du coup en même temps la création d'un marché du travail fermé, mais on pourra revenir un peu sur ces notions. Voilà. Et puis j'avais aussi publié un livre un peu plus grand public aussi sur les hôtesses de l'air et stewards, avec des photos de Swissair, donc c'est quand même une approche très européenne. Voilà. Mais tu as tout dit. Voilà. Parce qu'Air France avait refusé en fait de fournir des photos et donc j'ai une longue relation avec Air France, un peu compliquée, et Swissair par contre a accepté donc les hôtesses de Swissair. Alors, oui, pour aborder en fait la question un peu des évolutions actuelles dans le transport aérien, je me disais, bon, de quoi est-ce qu'on dispose comme outil pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se change. Donc c'est sûr qu'il y a des modèles de développement commerciaux, des modèles de développement industriel du transport aérien, on entend beaucoup parler. Mais par contre, pour saisir ce qui peut changer dans l'approche et la perception par les salariés de leur travail, faut qu'on aille chercher des outils sociologiques. Et du coup, je vous propose en fait de centrer la discussion de cet après-midi sur l'idée du modèle professionnel. Donc je ferai d'abord une ouverture pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire de parler en termes de modèle, notamment parce que en fait, je pense que c'est une approche qui est incomplète et que je donc compléterai avec la notion de configuration professionnelle ou de configuration sociale qui a été proposée par Norbert Elias. Je reviendrai dessus, mais surtout l'idée c'est, donc une fois qu'on a un peu cet outil, qu'est-ce qui a pu changer en fait dans les modèles professionnels, qu'est-ce que ça représente comme basculement dans les modèles professionnels, une compagnie aérienne comme Ryanair par rapport à mon objet d'étude le plus ancien, donc Air France. Est-ce qu'il y a vraiment un nouveau modèle professionnel? Et puis peut-être aussi la question du coup qui est parallèle, est-ce que l'ancien modèle professionnel d'Air France subsiste ou s'en trouve transformé par ce nouveau modèle? Bon, plusieurs remarques, hein, d'abord préliminaires.
La première, c'est qu'en fait, c'est une approche de type macro-sociologique, hein, si je peux me permettre ce terme en référence à la macroéconomie. C'est-à-dire qu'on repose beaucoup moins en fait en sociologie aujourd'hui, en termes d'analyse, les questions sous l'angle des grandes questions sociales et politiques, en fait, des grandes structures telles que peuvent représenter des compagnies aériennes nationales, et ce que ça a comme pertinence d'analyser en fait le travail au sein de ces grandes structures. Et on a beaucoup plus des approches en termes beaucoup plus immédiates sur le travail. Et pourtant, ce qu'on va essayer de démontrer, c'est que cette approche en termes de modèle professionnel a toujours une pertinence pour essayer de comprendre ou pour avancer des hypothèses sur ce qui peut se passer aujourd'hui en termes de transformation des représentations du travail. Mais aussi, et peut-être inversement d'ailleurs, l'approche à travers les conditions de travail, que ce soit ce que j'avais fait avec un jeune docteur en sociologie, Mathieu Bensoussan, sur le conflit de 2007 des personnels navigants commerciaux d'Air France, ou ce que j'ai pu lire sur Ryanair avec ce qui a été publié par Gracos. Je me demande aussi si cette approche-là, à travers donc, la question des conditions de travail, ne peut pas enrichir ce qu'on pouvait percevoir comme modèle, ce qu'on pouvait dire du modèle professionnel il y a quelques dizaines d'années, et y compris si ça ne peut pas reposer en fait de façon un peu différente et peut-être plus riche cette question de la relation au travail, donc que ce soit à Ryanair ou à Air France. Mais tout en intégrant donc cette question, ces grandes questions, ces grandes orientations de l'entreprise pour d'essayer de faire une synthèse en fait entre deux époques de l'approche sociologique. Donc encore une remarque donc plus d'ordre méthodologique. Donc sur Air France, moi j'ai donc beaucoup travaillé sur différents secteurs, donc aussi bien donc les PNC, donc personnel navigant commercial. Ou personnel navigant de cabine, c'est le terme utilisé par les hôtesses de l'air et stewards pour parler de leur métier, qui permet de sortir en fait des images archétypales de l'hôtesse de l'air, qui accueille les passagers qui viendraient chez elle, et surtout que, on l'a vu encore dans la publicité juste avant, il y a une image de l'hôtesse de l'air, même mon éditeur n'a pas été très éloigné de cette image-là, et ou du steward, avec ce que ça peut représenter. Et donc ces personnels se nomment entre eux personnels navigants commerciaux, ceci étant en parallèle avec le personnel navigant technique, qui donc sont les pilotes de ligne, qui eux habitent le cockpit et travaillent dans le cockpit. Donc, j'ai travaillé sur les PNC, donc puis après sur le travail de piste, sur les pilotes de ligne, sur les personnels d'enregistrement dans les escales. J'ai travaillé plus récemment sur la sûreté aéroportuaire, sur les femmes de ménage dans les avions, etc. Bon, voilà, je fais un peu le tour de tout ce qui se passe sur les aéroports. Bon, mais dans tous ces milieux rencontrés, j'ai eu que très peu de contacts en fait avec des salariés des compagnies low cost. J'ai fait 2 interviews en fait d'hôtesse de l'air quand j'ai publié le livre là, sur être hôtesse de l'air et steward. Donc ça n'a absolument aucune valeur scientifique, ce que je vais dire sur ces personnels. Ce sera plus sous forme d'hypothèse en fait, voire peut-être même de programmes de recherche qu'on pourrait mener en commun, franco-belge, en se donnant un peu les moyens de pouvoir entrer dans ces milieux-là. Faut aussi se rappeler que la recherche sociologique est très souvent dépendante des portes ouvertes, des portes qui s'ouvrent, et donc en parallèle des financements ou des décisions de recherche. Et donc il y a bien une zone obscure en fait sur laquelle les compagnies concernées, puis peut-être aussi les institutionnels autour,
ne veulent pas regarder, c'est ce qui se passe dans ces compagnies aériennes low cost. Et donc, on n'a quasiment pas de témoignages ou d'entrée directe sur la vie concrète, y compris par le biais syndical, qui peut être parfois une façon d'entrer dans ces entreprises. Donc, il y a une partie très hypothétique, enfin, de propositions qui, bon, je vous le dirai quand c'est vraiment des propositions, c'est-à-dire que ce n'est pas à partir de 2 entretiens, même avec une grande connaissance du transport aérien sur tous ces aspects, qu'on peut arriver à vraiment cerner le problème. Alors, faire une approche en termes de... Comment je peux prendre ? Oh là. Là ? Voilà. Alors, oui, donc ça c'était l'introduction. Voilà, donc c'est bien, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'évolution des modèles professionnels anciens et nouveaux. Alors, au début, je voulais mettre anciens et nouveaux, mais ça sous-entendrait qu'en fait, les compagnies aériennes nationales correspondent à une période passée. Alors, c'est peut-être vrai en Belgique, pour le coup, mais en France, ce n'est pas vrai, ni dans la grande majorité des pays. Et donc, c'est bien les modèles professionnels de grandes compagnies nationales ou ex-nationales, qui existent toujours, confrontés à de nouvelles compagnies, elles, par contre, qui apparaissent depuis une vingtaine d'années, donc qu'on appelle low cost. Alors, d'abord, souvent, quand on traite une question sociologique, donc cette idée des évolutions, de modèles professionnels, il y a en arrière-fond une question de théorie qui arrive, et notamment la question de cette idée de modèle. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un modèle ? Est-ce que ça peut correspondre à notre besoin ? Et qu'est-ce qu'on peut en dire ? En effet, on pourrait aborder, donc je vais écarter déjà 2 angles d'approche possibles. D'abord, l'angle des relations professionnelles, qui donc pourrait considérer les relations internes aux compagnies nationales comme des relations entre des groupes professionnels et des directions d'entreprise, chacun des groupes professionnels se construisant autour de la défense de ses intérêts corporatistes et se confrontant du coup à des directions d'entreprise. Donc c'est évident qu'il y a une certaine pertinence à ce modèle-là, vous l'avez vu en France il y a 15 jours, puisque le conflit des pilotes de ligne d'Air France était peut-être pas, enfin certainement pas un conflit corporatiste, mais au moins un conflit géré sur le mode corporatiste. C'est-à-dire que c'est un représentant syndical, en l'occurrence un seul alors qu'il y a 3 syndicats, qui gère le conflit d'un bout à l'autre, y compris la négociation au final de l'accord, en tête à tête avec la direction, sans intégrer les 2 autres syndicats. Donc moi, je n'interviendrai pas pour eux, mais enfin, bon, je l'aurai un peu mauvaise. Et qui, quelque part, du coup, attache beaucoup d'importance à cet accord qui signe avec sa direction, donc sur un mode totalement corporatiste. Et sur quoi repose en fait cette approche ? C'est sur l'idée que la forme métier est une forme toujours pertinente dans ces grandes compagnies, qui repose sur ces 3 éléments conjoints. L'idée d'une expertise particulière, je pense aux mécaniciens avions, aux pilotes de ligne, mais peut-être aussi aux personnels navigants commerciaux. Donc ils ont une connaissance, une expertise importante. C'est un groupe délimité, donc il y a toute une campagne libérale contre la limitation des groupes, donc les chauffeurs de taxi par exemple, ou autres, mais ça joue aussi sur des corporations où ils voudraient, les courants libéraux voudraient faire sauter les barrières dites techniques qui empêchent n'importe qui de devenir notaire, pharmacien ou pilote de ligne ou mécanicien avion. Et donc la forme métier, en fait, dit voilà, il y a des gens qui sont mécaniciens, il y a des gens qui ne sont pas mécaniciens, et certaines tâches sont dévolues et sont réservées aux gens qui sont mécaniciens avion, qui sont reconnus comme tels. Et pour qu'il y ait ce mécanisme de barrière autour du métier, qu'on empêche n'importe qui d'occuper cette place-là,
il doit y avoir avec une justification sociale, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une préservation d'intérêts particuliers, par exemple de l'intérêt des pilotes de ligne, mais de dire si on met par exemple des apprentis qui apprendraient le métier de pilote en pilotant, il y a un effet certain sur les passagers, voire sur les villes sur lesquelles on s'écrase, on se récaserait, et donc on ne peut pas ouvrir la profession à n'importe qui au nom de la sécurité aérienne. Hein. Et donc on aura cette espèce de fil conducteur de justification sociale dans toute cette discussion sur le transport aérien, qui est la question de la sécurité aérienne, même si elle n'est jamais en tant que telle soulevée, enfin jamais ou rarement soulevée, hein, mais elle existe, et c'est elle qui justifie quelque part les métiers comme structure de base. Alors, en fait, cette dimension et cette réflexion sur le transport aérien comme un milieu corporatiste est complètement insuffisante parce que, toujours par exemple par rapport à la grève des pilotes, on voit bien que la justification qui a été qui a été intégrée très vite dans le conflit, tenait à l'extension des compagnies low cost, et les pilotes de ligne s'opposaient aux compagnies low cost, même pas d'ailleurs sur des questions de sécurité, qui sont à peine venus, ils auraient pu, mais sur des questions de pratiques sociales et de vision globale de la société. Autrement dit, ils ont placé leur conflit sous l'angle de l'intérêt général. Hein, donc, pour résumer en une phrase, je dirais que c'est un conflit d'intérêt général géré sous l'angle corporatiste. Hein, d'accord. Et donc, du coup, on voit bien que le modèle corporatiste est complètement insuffisant pour saisir cette question-là. Alors, il pourrait y avoir un deuxième modèle, l'analyse des professions, dans le sens où, par exemple, les pilotes de ligne sont construits autour des caractéristiques que Chapouli mettait en avant, mais Hughes avant, avec l'école de sociologie des professions des États-Unis, avec l'idée qu'il y avait à la fois le monopole d'une activité, monopole en plus réaffirmé par des certificats spécifiques. Hein, donc pour être pilote de ligne, il faut avoir une certaine connaissance, mais il faut que cette connaissance soit validée par des certificats, eux-mêmes validés par les États, etc. Donc on voit bien qu'il y a une somme de contraintes autour, une espèce de barrière à l'entrée liée à un niveau de connaissance élevé. Donc c'est un peu les mêmes critères que sur le métier, mais revus sous l'angle de la sociologie des professions. Et puis un rôle social irremplaçable. Et dernier élément qui était mis en avant, alors deux éléments du coup qui venaient de cette construction sur le mode des professions. D'abord l'idée que l'interlocuteur c'est l'État et non pas la compagnie aérienne. Et en l'occurrence, toujours l'exemple paradigmatique, c'est les pilotes de ligne qui ont construit leur profession en face à face avec l'État, hein, l'État garantissant le statut de pilote. Chez nous, en France, il y a ce qu'on appelle un code de l'aviation civile, où les missions du pilote de ligne sont inscrites. Quand vous faites une erreur, ce n'est pas la compagnie aérienne qui vous sanctionne, mais c'est un comité de gestion de la direction de l'aviation civile, hein, qui lui-même d'ailleurs réunit aussi bien des pilotes que des représentants de l'administration. Hein, on est vraiment dans une co-construction de la profession avec l'État. Hein. D'où ce qui me pousse à dire que la sociologie des professions nous apporte plutôt un certain nombre d'éléments de compréhension de cette question-là. Et il y a un deuxième élément que j'ai oublié, mais ça reviendra peut-être tout à l'heure, qui poussait à dire qu'on est bien dans une sociologie des professions. Ah oui, et les classes sociales élevées, dernier élément mis en avant par Hughes. Classe sociale élevée, en l'occurrence, quelle que soit l'origine sociale, par exemple, des pilotes, hein, quand on est à 15 000 € par mois, même en Belgique, enfin, aussi en Belgique, on n'est pas dans des classes, on n'est même pas dans les couches aristocratiques, comme on dit, de
des classes ouvrières qui sont plutôt, les mécaniciens avions pour le coup par exemple, sont plutôt autour de, les plus qualifiés qui travaillent de nuit, etc., sont autour de 4 000, peut-être 5 000 euros maximum, quoi. Mais quand on est à 15 ou 20 000 euros, on n'est pas dans le même ordre de grandeur, hein. Et donc on est bien dans une couche sociale différente. Donc on est bien, voilà, la sociologie des professions nous montre que ces éléments sont présents, mais en même temps ce sont des salariés des compagnies aériennes. Et donc je préfère la notion de semi-profession pour parler par exemple des pilotes de ligne. Mais toujours pareil, cette approche en fait en termes de sociologie des professions reste limitée parce que d'abord parce qu'on reste sur une seule profession. Or il n'y a pas que les pilotes de ligne dans les compagnies aériennes, et en plus elle ne permet pas de comprendre en fait l'ensemble du système de relations professionnelles. C'est reparti. Alors oui, mais donc une forme dynamique qui est la configuration professionnelle, qui permet de percevoir aussi bien ce qui se joue au niveau du travail quotidien que des mises en perspective que peuvent faire les salariés de leur travail. Comment en fait chaque salarié situe son activité par rapport à la société au niveau global, par rapport en intégrant y compris le rapport que lui-même intègre, que le rapport que lui-même entretient par rapport à la société, hein, le fait d'être payé 15 000 euros ou d'être payé 1 000 euros, ça, même si on porte la sécurité aérienne, ça change la vision que la personne a de son propre travail, de son activité. Il y a un renvoi permanent du regard social sur sa propre activité que la personne intègre en fait, hein, soit en termes de valorisation, soit en termes de victime, soit les deux à la fois d'ailleurs. Mais ça peut être aussi le parcours individuel du salarié. Est-ce qu'il arrive ici, comment il est arrivé dans cet emploi, est-ce qu'il a passé des examens, est-ce que ça a été est-ce qu'il s'inscrit dans un travail, dans un cadre collectif quand il arrive, mais aussi est-ce qu'il a fait des emplois, est-ce qu'il a eu des emplois antérieurs, et on verra qu'en fait la façon de placer son travail et son activité à un moment donné dans sa propre vie professionnelle est un des marqueurs en fait, est un des éléments qui va permettre peut-être d'éclairer, pas de comprendre, mais d'éclairer ce qui peut se jouer au niveau des low cost. Donc c'est important parce que c'est une vision dynamique du problème, mais par contre il faut bien intégrer une deuxième dimension. Donc là on est bien sur l'idée du rapport à un espace relationnel mouvant, et chaque fois qu'en fait le sociologue construit une image, quelque part il fige, et il s'interdit de comprendre quelque part ce qui peut bouger au sein même des structurations qu'il propose. Donc c'est un des risques de la parole, c'est que ça fige ce qu'on dit. Voilà les institutions, les règles. Alors, oui. Et en même temps, on va faire appel quand même à la notion de modèle professionnel, parce que, quelque part, dans la configuration professionnelle des agents, c'est-à-dire dans la façon dont ils considèrent leur travail, il y a une référence un peu atemporelle, en fait, à un certain nombre de notions qui vont être plus ou moins institutionnalisées, mais au moins mythifiées, et qui vont aider, qui vont participer de la lecture que chaque salarié fait de son travail, hein. Et donc, on va se déplacer entre l'idée de la configuration professionnelle et l'idée du modèle professionnel, hein, et donc on n'oppose pas les deux, mais on essaye de voir à chaque fois des éléments de ces deux dimensions. Modèle professionnel, là je me réfère par exemple à la recherche qui avait été menée par Viviorca et Train. Donc là on est pas mal dans la sociologie des organisations, hein, pour ceux qui tripent là-dessus.
Mais en même temps, c'était une lecture assez politique, hein, puisque ça intégrait aussi bien les années 1945 et le développement d'EDF, en l'occurrence en France, l'intégration du syndicat dans la construction, la croyance, la foi dans le progrès. Hein, le progrès amène toujours, enfin le progrès technique amène toujours le progrès social, d'où la magnification du nucléaire par cette dimension, enfin dans cette dimension de l'entreprise. La technique aussi, finalement, comme une fin en soi. Donc finalement, on cache un peu le nucléaire, la façon dont ça fonctionne ou les arrière-pensées, et on regarde ce que représente le nucléaire comme une victoire technologique, avec du coup deux éléments en termes de relations professionnelles. D'une part, le rôle de l'État, donc qui est structurant dans la construction d'EDF, et même si il y a un respect de l'autonomie d'EDF dans l'histoire, il y a un dialogue permanent entre l'État et l'entreprise d'énergie, voire même entre la nation et l'énergie, et c'est une façon pour les agents, ce face-à-face avec l'État, de transfigurer leur travail comme étant un travail pas seulement de service public, hein, mais au service de la nation. Donc là, on est bien dans un modèle professionnel qui a structuré, qui a évolué après, surtout qu'en plus le livre il date de 75, je crois, un truc comme ça. Hein, et donc on voit bien que depuis, il y a eu énormément de changements, mais ce modèle-là, y compris par exemple avec la force de consensus qu'il pouvait porter, est un modèle qui est toujours présent, même si il a beaucoup évolué. De la même façon, il y a une autre sociologue qui s'appelle Annie Bruder, qui écrit sur les cheminotes et qui explique que pour elle, enfin d'après ce qu'elle voit elle, dans l'entreprise SNCF, il y a deux grands éléments, la sécurité technique et la régularité, qui en amènent finalement deux autres. Donc la sécurité technique, on est bien sur la sécurité hein, par rapport aux passagers, et la régularité du service public, ces deux éléments amenant du coup la technicité et la discipline comme deux éléments structurants du fonctionnement interne de la SNCF. Donc après, elle rajoute que c'est un modèle masculin de pouvoir et que les cheminotes ont amené leur propre sensibilité de femme. Bon, donc je lui laisse la paternité, le choix de ces termes, ce n'est pas les miens. Voilà. Mais on a à chaque fois l'idée que des grandes structures, des grandes organisations portent des modèles hein, et qui sont prégnants dans le travail quotidien des agents. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer pour Air France? Donc, c'était certainement le cas aussi, à mon avis, sur la Sabena. Donc là, ça fait plus l'objet de livre qui a été publié en 1997. Le livre, en fait, était basé hein, sur le conflit de 1993, où donc Air France avait 20 milliards de déficit, et avant de fermer ses portes comme d'autres compagnies, ils ont mis en place au contraire un plan qui visait à filialiser l'ensemble des activités. Donc il y avait le fret, la maintenance, l'informatique, le réseau informatique, la formation, je ne sais pas quoi encore. Enfin bref, il disait le cœur du métier, core business, c'était le langage de ces époques. Hein, c'était on gardait les pilotes et les PNC et le management, bien sûr, essentiel pour l'entreprise. Et évidemment, du coup, il y a eu une révolte, on est au-delà du mouvement social, et donc l'entreprise a retiré son plan, enfin l'État a retiré le plan d'ailleurs, même pas l'entreprise, et le PDG a démissionné, il y en a un nouveau qui s'appelle Christian Blanc qui est arrivé, qui a mis en place un nouveau plan, et depuis, du coup, la direction ne prononce plus jamais le mot filialisation. Bon. Une victoire sociale 30 ans après, en fait, c'est assez étonnant. Et d'abord, donc l'idée de la place du métier, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, y compris parce que le transport aérien s'est structuré autour des deux métiers fondateurs, pilote de ligne et mécanicien avion, en 1920-1930, c'est la postale, l'épopée de la postale. Saint-Exupéry, machin, tous ces mythes. Hein, et donc il y avait deux personnes
à ce moment-là qui tenait l'aviation, pas encore la compagnie. Hein, c'était le pilote qui arrivait à faire passer l'avion et le mécanicien qui faisait des miracles pour faire démarrer l'avion dans toutes les circonstances. Et autour se sont greffés petit à petit les autres métiers sous la forme métier qui, elle, petit à petit, a essaimé en fait, au sein de l'entreprise. Et je pourrais dire que globalement, les grands métiers en fait, ont résisté. Hein, donc c'est assez étonnant. Ils essayent de résister. Autrement dit, en France, il y a quelqu'un qui s'appelle Attali, qui était le frère de l'ancien président d'ailleurs, qui a proposé 120 solutions pour. Alors aujourd'hui, ça s'appelle simplifier la vie. À l'époque, ça s'appelait lever les barrières bureaucratiques pour les emplois. C'est un projet libéral, hein, donc pharmacien, notaire, etc. Et en fait, sur les mécaniciens avions et pilotes de ligne, il n'avait rien proposé. Hein. Donc on est bien sur des métiers qui restent structurés. Les hôtesses de l'air et stewards, je n'en ai pas encore beaucoup parlé, mais eux, c'est un métier qui s'est structuré en fait dans la continuité des pilotes de ligne et par assimilation. Hein. Donc, je pourrais revenir un peu plus dessus. Je sais pas combien de temps j'ai. Mais l'idée, c'était que les hôtesses et stewards valorisent leur métier à travers leur rôle dans la sécurité. Et donc, parce qu'ils avaient un rôle de sécurité, ils avaient une certaine expertise. Et donc, n'importe qui ne peut pas devenir hôtesse de l'air ou steward, puisqu'il y a une expertise qui fonde en fait la barrière du métier, l'existence du métier, et donc la valorisation du travail. D'accord ? Donc, la forme métier a relativement résisté, bien que dans les low cost, les hôtesses de l'air et stewards font le nettoyage des cabines, ce qui est une remise en cause, pour le coup, hein, de la barrière des métiers et qui fait basculer beaucoup plus le métier sous l'angle hôtesse accueillant des passagers chez elle. Hein, on a d'ailleurs une dimension de genre hein, dans ces métiers, dans la façon dont ils se structurent. Et ça a d'ailleurs été une des grandes difficultés des hôtesses de l'air et stewards, c'est qu'on a une séparation des rôles entre l'homme qui conduit, hein, c'est un métier à 88-90% masculin, les pilotes de ligne. Les femmes étaient interdites jusqu'en 84-85 et British Airways encore après d'ailleurs. Par contre, les hôtesses de l'air et stewards sont à 66% féminins et on est donc beaucoup plus sur un métier féminin en tant que tel, hein, d'accueil et de service à bord. Et le rôle de sécurité vient après, quoi. Mais donc on a une structuration du métier, même s'il est il se confronte à cette répartition des rôles genrés, hein, de division sexuelle du travail, mais ils essayent de mettre en avant leur rôle de sécurité, leur expertise, et là-dessus il y a une autre dimension du coup du modèle fondateur, c'est l'expertise technique, hein, c'est-à-dire comme dans EDF, l'idée que chacun est valorisé suivant sa connaissance technique, avec donc tout en haut de un paradigme technique, hein, ce qu'on disait. Autrement dit, tout en haut, vous avez le pilote qui connaît tout dans l'avion. En dessous, vous avez le mécanicien avion, qu'on connaît un peu moins. Entre les deux, vous avez l'ingénieur de vol qui signe la PRS, c'est-à-dire qui signe la remise en route de l'avion une fois qu'on a démonté et réparé complètement l'avion. Voilà, etc. Avec autre élément dans le modèle fondateur, le temps comme référence globale du travail en commun. Autrement dit, la touchée de l'avion. L'avion se pose sur l'aéroport, il repart 40, 50 ou 60 minutes après. Et c'est ce temps-là qui décide quand est-ce que donc, les passagers sortent. Les personnels de nettoyage de la cabine n'ont pas le droit de rentrer dans la cabine tant que les passagers ne sont pas sortis. Donc tout le monde attend que les passagers sortent pour rentrer. Le personnel de nettoyage a 8 minutes pour nettoyer la cabine. Les hôtesses de l'air de Ryanair disent qu'elles en ont 7, un peu moins que le personnel d'Air France à Roissy. Mais en tout cas, ceux d'Air France, en tout cas, on leur a rabioté 1 minute, je crois, dernièrement, pour accélérer la rotation des avions, pour intensifier le travail, en fait, et augmenter la rentabilité de l'entreprise. Mais le temps, donc, c'est le temps de toucher, hein, qui est
un élément de coordination du travail autour de l'avion. Voilà, puis dernier peut-être élément du modèle fondateur, la sécurité aérienne, omniprésente, bien que très peu mise en scène dans les différents discours. Notamment parce qu'en fait, on ne sait pas très bien. Alors évidemment, chaque fois qu'il y a un accident, ça permet de dire, regardez, j'ai raison, notre rôle est important. Donc, Toronto, il y a un avion d'Air France qui s'est écrasé en bout de piste, il a pris feu, le personnel navigant commercial a aidé les passagers à sortir. En 3 minutes, ils ont évacué 500 passagers, et donc ils ont sauvé en fait 500 personnes. Donc voilà, donc du coup, ça reste, c'était il y a 15 ans, mais dans l'imaginaire collectif et dans la rhétorique professionnelle, ça reste comme un élément pour prouver qu'on a raison d'avoir des PNC formés à la sécurité. Mais en même temps, le nombre d'accidents a été divisé par 4 depuis 1987. Donc on a de plus en plus de mal à mettre en scène des questions de sécurité pour justifier les rôles des personnels, voire même il y a une campagne idéologique de temps en temps pour soutenir que c'est l'intervention des pilotes qui crée la panne et que si on laissait faire la machine, au contraire, il y aurait moins de panne. Donc c'est une grande discussion en fait, ce qu'on appelle le facteur humain. Il y a la même discussion dans les centrales nucléaires ou autres. Donc, est-ce que la technique, est-ce que l'homme ou la technique, quel est le plus solide en fait en termes de construction? Voilà, donc ça c'est des traits qui ont évolué dans le temps, qui peuvent changer, mais qui sont toujours en référence comme un modèle fondateur, modèle de référence quand on discute des compagnies traditionnelles. Alors, compagnie low cost et nouveaux modèles, alors là pour le coup, ça va être beaucoup plus hypothétique. Il y a une chose qui est sûre par contre, c'est que quand on parle des low cost, on parle rarement de modèles professionnels, on ne parle pas de présence de l'État. Voilà, il y a un sociologue qui analysait la déréglementation américaine qui disait que la régulation étatique avait été remplacée par une régulation interne aux entreprises. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai, ça a peut-être été vrai un peu aux États-Unis. Ah oui, il est là mon texte. Ouais, par une régulation privée, quoi. Remplacement de la régulation gouvernementale ou étatique par la régulation privée. Mais en tout cas, quand le modèle low cost se construit, il se construit contre les régulations nationales, comme un facteur idéologique d'ailleurs de dérégulation, avec d'abord une dimension commerciale. Ils disent, en fait, c'est presque plus un projet commercial qu'un projet professionnel ou industriel. Ils disent, il y a une attente des passagers pour trouver des vols moins chers. On va répondre à l'attente, y compris le président d'Air France qui était reçu à l'Assemblée nationale il y a 15 jours, quand il voulait justifier donc, la création de sa compagnie low cost Transavia, il disait « moi je fais juste que répondre à une demande des passagers ». Bon. Ce qui évidemment, d'un point de vue, quand on prend un peu de recul, on se rend bien compte que l'argument est un peu faible, parce que pourquoi il y aurait aujourd'hui une demande de passagers dans ce sens-là, et pas il y a 20 ans, 50 ans ou 100 ans, quoi. Donc, je veux dire, il y a le fait qu'ils mettent ça en avant est un paravent par rapport au problème. En tout cas, ces compagnies se construisent sur un modèle commercial et pas sur un modèle professionnel. Un modèle commercial en plus qui ne repose pas sur des niches. Comment dire, en économie, vous savez, on dit qu'il y a un système global et puis de temps en temps, il y a des petits éléments qui ne sont pas couverts par le système global et où on peut arriver à se glisser pour faire un peu de profit. Peut-être qu'au début, il y a quelques compagnies aériennes qui ont essayé de se glisser dans des niches, du genre des passagers à très basse contribution et des lignes absolument pas couvertes par les compagnies nationales. Ce n'est pas le cas du tout aujourd'hui. Donc, le schéma de développement des compagnies low cost, ce n'est pas un truc de niche, d'autant plus que Ryanair transporte plus de passagers qu'Air France KLM. Donc on n'est plus dans une niche. C'est-à-dire que ce n'est plus un fonctionnement marginal. C'est un modèle en tant que tel. Donc un réseau commercial. Donc aujourd'hui, ils constituent leur propre réseau commercial.
Il vise même les classes affaires. Vous savez qu'il y a deux grands groupes de passagers, ceux qui sont à basse contribution, vous-même certainement. Si vous prenez l'avion, et puis donc soit les groupes sociaux les plus riches, soit les entreprises, et du moins les entreprises les plus riches, pour leurs cadres en plus, pas pour leurs ouvriers. Et du coup, ces deux groupes ont une réponse et des demandes très particulières. Et souvent, on se disait que les low cost répondaient juste au personnel, aux personnes, aux passagers qui sont prêts, qui demandent à moins payer pour prendre l'avion. Quelque part, une dimension de démocratisation du transport aérien. C'était le grand discours des années 80-90. La démocratisation a été relative. Hein. C'est vrai qu'on est passé de 10 à, je crois, 20% de gens qui prennent l'avion. Hein, mais ce n'est pas une démocratisation totale. Dans ce modèle commercial, il y a aussi l'idée de tarifs très bas, très simples, l'enregistrement par Internet, je vais rapide parce que c'est un peu connu. D'un point de vue technique, une seule flotte, un modèle unique. Donc Transavia, c'est le 737-300, je trouve 500, qui du coup permet que les avions soient interchangeables entre eux, que les personnels sont interchangeables entre eux. Donc quand je disais tout à l'heure qu'il y avait un ensemble de réglementations, il faut que chaque commandant de bord soit qualifié sur le type d'avion qu'il conduit. Il faut que sur ce type d'avion, il ait opéré un certain nombre d'atterrissages et de décollages dans l'année précédente pour être qualifié. Il faut que le copilote qui est à côté de lui ait le même type de qualification. Il faut que les personnels navigants commerciaux, eux aussi, aient suivi le stage de 3 ou 4 jours avec un renouvellement en plus régulier lié à ce type d'avion, hein, puisque les extincteurs ne sont pas toujours au même endroit, etc. Bon, je vous le fais rapide. Et donc, le fait d'avoir un seul modèle d'avion allège énormément les coûts de personnel et la souplesse, hein, en fait, du truc. C'est-à-dire que là où Air France dit, moi je peux mettre un avion de 100 places, un avion de 200 places, ou un avion de 500, voire 600 ou 700 avec les nouveaux qui arrivent, la compagnie low cost a un seul modèle à 100 places qui est interchangeable et qui peut... voilà. C'est un autre modèle, hein, puisque du coup ils gagnent en souplesse que ce qu'ils perdent en fait en réponse à des demandes. Du coup, ils ont beaucoup d'avions, ils peuvent en mettre au tapis, ils peuvent bloquer pendant 6 mois, par exemple, des petits avions, c'est ce qu'avait fait Ryanair il y a 2 ans. Alors qu'Air France, par exemple, quand on bloque un Boeing ou un A380, hein, il y a plusieurs millions par jour, hein, de blocage de l'avion. Hein, donc on n'est pas dans le même ordre de grandeur. Et puis, au niveau social, il y a aussi un autre modèle, puisque à la fois, ils recherchent des contrats de travail au plus bas niveau, et il y a un refus du fait syndical, mais ça, vous avez plus de connaissances que moi là-dessus. Hein, donc on a bien un modèle commercial avant d'avoir un modèle professionnel qui va être quelque part la justification pour tout amener par la suite, hein, sur les modifications. Alors ça, c'est la première idée. Deuxième idée, sur les low cost, on avait avant une identité nationale. L'entreprise se construisait en fait quelque part en correspondant, hein, de la nation. Y compris encore maintenant, on dit par exemple sur Air France, la compagnie nationale, même si Air France fait que 12%, je crois, des parts. Mais dans le conflit, par exemple, avec les pilotes, d'une part, c'est en fait le gouvernement qui a dit ça y est, je vous informe que le plan Transavia Europe a été abandonné. 5 minutes après, le PDG d'Air France intervient en disant mais non, c'est pas vrai du tout. Bon, en fait, c'était vrai, le plan avait bien été abandonné. C'est l'État qui a décidé, hein, parce que vous avez un poids prépondérant de l'État dans ces compagnies. Hein, alors, du coup, comment ces compagnies remplacent cette identité nationale? Je pense que quelque part, au moins dans les compagnies européennes, il faut regarder dans les autres, elles remplacent par une identité européenne. Voilà, c'est une hypothèse. Mais d'une part, je vais avancer 2-3 arguments là-dessus. D'abord, vous avez une mixité des équipages,
mixité complète. Hein. Moi, je me souviens d'un avion que j'avais pris où donc c'était pilote italien, copilote anglais ou irlandais, je ne sais plus. Personnel navigants commerciaux, il devait être irlandais, français, je ne sais pas quoi. On avait une française, j'ai parlé en français avec elle quand même. Et donc tout ce monde-là, en fait, ne se connaît pas trop. Et c'est les normes de travail qui permettent que tout le monde travaille ensemble. C'est-à-dire que vous avez un travail qui est hyper normalisé, peut-être même d'autant plus normalisé qu'on est dans ces compagnies-là. Et c'est la normalisation qui permet que des gens d'horizons très divers arrivent et interprètent les consignes de travail de la même façon. Ou devraient du moins l'interpréter. Donc après, évidemment, on rentre dans le domaine du travail non prescrit et du jeu entre le travail prescrit et le travail non prescrit, et de savoir ce qui se passe quand deux pilotes et copilotes dialoguent entre eux. Donc Air France a fait un énorme travail de normalisation depuis des années. Dans le cockpit, par exemple, on ne dit plus, vous savez qu'il y a un système de vérification en permanence. Donc le commandant de bord dit ça y est, j'ai sorti les trains. Et le copilote répond ça y est, ouais, je vérifie, c'est bon, les trains sont sortis. Non, maintenant c'est très normalisé. Le pilote doit prononcer la phrase train d'atterrissage sorti. Je crois même qu'il le dit en anglais maintenant. Et le copilote doit répondre une phrase tout aussi normalisée. Il y a une normalisation du travail qui pénètre petit à petit de plus en plus loin dans chacun des aspects et qui permet de gérer pour ces compagnies low cost le travail quotidien. De la même façon, le dialogue avec les contrôleurs aériens, mais là le travail avait été fait largement en amont, du style est-ce que les pilotes français ont le droit de parler français avec les contrôleurs aériens français. Donc le débat se poursuit. Voilà, mais donc on a une identité européenne qui s'organise avec, par exemple, la mise en place d'une licence européenne pour les personnels navigants commerciaux qui vient conforter en fait cette idée d'un marché du travail européen. Donc en fait, il y a deux aspects dans cette question. Il y a un aspect positif, c'est que dans le droit du travail, dans le code du travail, dans le droit du travail, vous avez toujours une organisation de la concurrence. Et le fait qu'il y ait une licence européenne, quelque part, limite la concurrence. Ce n'est pas n'importe qui vient faire le travail de PNC. Mais l'aspect négatif, c'est que la barre a été mise très bas, bien plus bas que, par exemple, la formation que reçoivent les PNC d'Air France. Et du coup, n'importe qui peut devenir aujourd'hui, enfin n'importe qui, non pas n'importe qui, mais les critères de formation pour devenir hôtesse de l'air ou steward, aujourd'hui en Europe, sont les mêmes partout et ont été maintenant ça représente, enfin c'est caractérisé par une attestation de formation et non plus une licence, voire même un certificat qu'on avait il y a 3 ans. Aujourd'hui, c'est juste une attestation de formation et qui correspond donc à une formation de 3 semaines, je crois, plus un critère de langue, plus un critère physique. Et encore, qui lui-même a été largement rabaissé par rapport aux exigences d'Air France. Donc, autant la bataille des PNC au niveau européen a été pour construire cette licence européenne et cette valorisation de leur travail autour du rôle de sécurité, autant les barrières qu'ils ont réussi à construire ont été très peu fortes, notamment parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de mobilisation, parce qu'en plus les anglo-saxons, les Anglais par exemple, voire évidemment les Irlandais, les syndicats anglais ou irlandais étaient contre l'idée d'une licence européenne pour les PNC. Eux-mêmes avaient seulement une attestation. Et donc, ils sont opposés, en fait, au sein de la délégation d'ETF à cette mise en place d'une licence européenne. Donc, on voit bien que l'identité européenne, en termes d'État, en termes d'État qui se confrontent à la construction des métiers et à la validation des qualifications, en même temps, il existe. Donc, vous avez une agence européenne de la sécurité aérienne qui valide les certifications, mais en même temps, elle a mis le niveau extrêmement bas.
qui est un peu... voilà, et d'autant plus que c'est un peu une victoire à la Pyrrhus, si je peux dire, puisque vous avez une nouvelle compagnie qui s'appelle Norwegian, qui est une Norwegian Airlines, je crois, compagnie low cost norvégienne, qui vient d'obtenir des droits de trafic du Portugal vers les États-Unis en employant des PNC thaïlandais avec un contrat signé à Bangkok. Bon, donc on voit bien qu'ils ont gagné la licence européenne et tout de suite vous avez des États qui ouvrent en fait la porte à nouveau à une déréglementation, une dérégulation mondiale. Voilà. Alors, est-ce que je peux dire autre chose? En fait, ah oui, alors il y a un troisième élément que je voulais mettre en avant. Alors, j'ai complètement oublié mon PowerPoint, mais je ne l'ai pas écrit de toute façon. Donc, le troisième élément, c'est en fait la façon dont les personnes gèrent leur vie professionnelle. Traditionnellement, dans les compagnies traditionnelles, aussi bien d'ailleurs chez les PNT que chez les PNC, les gens travaillaient 1 an, 2 ans, 3 ans dans une compagnie inférieure, entre guillemets, avant de rentrer dans la grande compagnie major. Par exemple, c'est le cas aujourd'hui encore des pilotes de ligne qui vont, donc ils passent leur certificat au Canada, ils restent là-bas, ils travaillent 2 ans dans le travail agricole en Australie, après ils trouvent un petit poste à Transavia par exemple en France, et leur objectif c'est au bout de 4-5 ans de rentrer comme pilote de ligne à Air France. D'accord ? On a un schéma qui pour l'instant est validé, dans le sens où les compagnies low cost sont marginales en France, par rapport par rapport à ce que représentent les majors. Et donc vous avez, et pareil sur les PNC, hôtesse de l'air et steward, où vous avez donc des gens plus jeunes qui sont embauchés dans ces compagnies et qui, au bout de quelques années, arrivent à avoir un contrat de travail Air France. Air France embauchant du coup de moins en moins directement, mais ayant par exemple beaucoup intégré de gens d'Air Liberté, à l'époque de la fermeture d'Air Libre, ou bien après, donc, ils ont intégré Air Inter, UTA, etc. Et donc il y a eu un schéma de continuation et de progression, entre guillemets, au moins du point de vue d'Air France. Les gens d'Air Inter ne l'ont pas vécu comme ça, mais enfin, bon. Disons, moins d'intégration dans les compagnies majeures dans le cadre d'un schéma de vie. Donc la question c'est, est-ce que les gens qui se font embaucher aujourd'hui à Ryanair, à EasyJet ou autres, l'envisagent comme un choix de vie, comme un moment dans leur jeunesse ou comme un marchepied pour aller vers une compagnie aérienne? Je pense que la réponse à cette question va être déterminante pour essayer de comprendre quelle représentation ils ont de leur travail. Alors, juste sur la partie segment de vie, occupation de jeunesse, job d'été, comme disait un dirigeant d'Air France sur les PNC. Donc les hôtesses de l'air avaient interdiction de se marier jusque dans les années 63, 1963. Je crois d'ailleurs que c'est en Belgique les premières discussions qu'il y a eu pour lever l'interdiction. Quel était en fait, et donc les hommes ils l'ont levé vers 55, je crois, je raconte ça dans un de mes livres. Pourquoi il y avait cette interdiction? Donc il y a un couple steward et hôtesse de l'air, les Barbier, qui ont voulu convoler, si je peux dire. Et donc ils ont mis 8 ans de procédure juridique pour arriver à se marier. Et à la fin, ils ont réussi à faire sauter l'obstacle. 63-68, je crois que c'était les 2 moments de la procédure. Ils sont allés, en fait, l'interdiction de se marier correspondait à 2 éléments. D'une part, la volonté des compagnies aériennes de garder des hôtesses jeunes et disponibles, soit d'un point de vue commercial, c'était l'image de marque, soit d'un point de vue fatigue. Les avions, dans les années 50, ils partaient pendant 1 mois. Parce qu'on on faisait un tronçon jusqu'en 55, je crois, ça faisait encore 3 semaines. Après, ça s'est réduit régulièrement. Donc, il disait c'est incompatible avec le fait d'avoir des enfants. Donc on ne veut pas que les gens se marient. Le deuxième élément, c'est évidemment lié à la fatigue. C'est que plus les gens sont jeunes,
plus ils acceptent l'intensification du travail. Et donc quand Christian Blanc est arrivé en 1993, après Air France, et qu'il a dit moi, il me faut à nouveau des hôtesses jeunes et disponibles, ça fait un tollé dans l'entreprise, c'était politiquement incorrect, mais son idée, c'était un peu l'idée commerciale, mais c'était beaucoup l'idée de l'intensification du travail. D'accord ? Et quand vous avez eu, dans les années 90, une double échelle de salaire qui s'est mise en place chez les hôtesses et stewards, double échelle, c'est que les nouveaux embauchés sont embauchés à une échelle différente, une échelle B, un B-scale, et à 30% inférieur au niveau d'embauche de salaire des générations précédentes. Et l'idée qu'il y avait derrière, c'était de déqualifier une profession de façon à ce que les gens n'y restent pas et que ce soit quelque part un job d'été, donc comme disait à ce moment-là une dirigeante d'Air France, et un job d'étudiant, et qu'en fait les gens fassent ça jusqu'à 25 ans. Pourquoi ? Un peu sur l'idée commerciale, mais beaucoup parce qu'il y a une intensification énorme du travail dans la cabine. Et des heures de vol, voilà. Et donc, pourquoi je dis tout ça, c'est parce que dans la représentation aujourd'hui du métier, si on est sur un segment travail jeune, d'accord, on supportera des conditions de travail très fortes. On supportera de s'éloigner, d'être dans une ambiance de voyage, la permanente, et tout ça, voilà. Bon. Si on est dans l'idée de s'installer pour la vie dans son travail, on n'aura pas du tout la même vision de ce qu'on admet en termes d'absence de travail, en termes de fatigue quand on rentre chez soi. Il y a les deux éléments qui jouent. Et quelque part, l'identité européenne des hôtesses et stewards, pour le coup, mais des hôtesses et stewards, parce que pour les pilotes, ça s'est joué au niveau mondial, ça se joue sur les FTL, Flight Time Limitation, sur les limitations de temps de vol, avec l'idée que donc il y a tout un débat et un conflit, voire même des conflits qui vont peut-être éclater, et j'espère au niveau européen. Là, je quitte la sociologie, mais en tout cas il y a un débat, donc savoir si elles peuvent voler, elles peuvent, c'est majoritairement des femmes, 10 heures par jour ou 12 heures ou 14 heures, notamment parce que si elles sont, si c'est le droit irlandais qui s'applique dans la cabine de Ryanair et non pas le droit belge. Les temps de limite seront complètement les temps en limite de vol et de travail d'abord seront complètement différents. Et donc l'idée de mettre en place une limitation européenne, c'est pour répondre justement à l'argumentation de Ryanair. Donc de dire maintenant tout le monde sera européen et il y aura un débat à ce niveau-là. Sauf que du coup, évidemment, vient le problème de savoir où on met le seuil de ce débat-là. Voilà. Alors, en guise de conclusion, je dirais bien 3 choses. Je crois qu'il les a mis. Voilà. Donc, là, je crois avance un peu. Je crois que j'ai fait les conclusions. Voilà. Alors, première chose, c'est que pour comprendre d'abord cette histoire des low cost, il faut d'abord resituer ça dans un cadre plus global, qui est l'idée de la mondialisation. Et qui dit mondialisation dit donc extension des transports et surtout une limitation du coût des transports par rapport au fonctionnement global du capitalisme mondialisé. D'accord ? Et ça s'est joué sur le transport maritime, ça se joue sur le transport aérien, ça se joue sur l'ensemble des types de transports au niveau mondial. Il faut un modèle fluide mais non cher. D'accord ? Ce qui fait que en 2012, il y a eu donc les rencontres de l'Association internationale du transport aérien, l'IATA, l'association professionnelle. Et le président, il dit qu'en fait, les résultats globaux du transport aérien sur 10 ans représentent une perte nette de 16 milliards sur l'ensemble du monde. D'accord ? Autrement dit, l'idée que le transport aérien est une activité rentable est une idée qui est fausse. Il est dit sur 10 ans, l'ensemble des pertes, des gains ne récompense pas l'ensemble des pertes sur l'ensemble du transport aérien mondial. Pourquoi ? Alors, il dit évidemment ça coûte cher, donc il faut continuer à faire pression sur les coûts, etc. Mais surtout, l'explication derrière, c'est que vous avez un segment du fonctionnement global du système capitaliste qui n'est pas fait pour être rentable. Il est fait pour
il est fait pour amener le moins de coûts possible par rapport au fonctionnement du reste du marché mondial. Mondial. Hein, il y a... Ces conclusions sont sur l'échelle mondiale. L'échelle mondiale. Il dit qu'à l'échelle mondiale, de toute façon, le transport aérien ne gagne rien. Il perd même un peu. 16 milliards, ça fait moins de 1%, je crois, du chiffre d'affaires global. Mais ouais, sur 4,6 trillions, on a 16 milliards de déficit, donc quasiment rien. Autrement dit, c'est un système à l'équilibre, quoi. Il n'est pas fait pour gagner de l'argent, ni pour coûter, c'est un système neutre sur l'ensemble du fonctionnement du capitalisme. Du coup, la déréglementation, elle relève d'un projet historique qui a commencé en fait aux États-Unis dans les années 90, qui s'est traduit par la destruction de compagnies aériennes. Comme il disait, sur les 17 grandes compagnies qui existaient, il n'y en avait que 6 qui étaient encore vivantes après. Et au niveau européen, donc Sabena, Swissair, Italia, Iberia survivent encore, mais ils sont intégrés autour des autres grandes compagnies. À une époque, les employeurs disaient qu'il n'y avait plus que 3 grandes compagnies européennes qui survivraient, etc. Quelque part, la disparition de Sabena, qui n'a pas été sauvée par le reste des transporteurs aériens, au-delà du mode de fonctionnement de votre État ou du patron à ce moment-là qui a commandé. Enfin, bref. On a eu la même chose sur Air Libre d'ailleurs. C'est surtout qu'il fallait un exemple au niveau européen. Et je pense que ça a été un sacrifice politique, pour montrer à l'ensemble du transport aérien qu'il fallait changer de vision du monde. Et voilà. Et donc du coup, les compagnies low cost s'inscrivent en fait dans cette évolution. Voilà, ce qui provoque un peu, donc j'ai cité là l'ETF dit qu'elle n'était pas opposée au low cost, à condition que les low cost s'inscrivent dans les conditions générales de la concurrence standard, des standards généraux, d'accord, des normes et des standards généraux de l'aviation générale. Ce qui est une façon un peu de reculer en fait sur le low cost, parce que justement les low cost remettent en cause les standards traditionnels. Voilà. Et puis troisième idée, peut-être en conclusion, c'est que les compagnies aériennes traditionnelles amènent une énorme résistance en fait au modèle low cost. Donc, si vous avez bien compris, on ne peut pas créer une compagnie low cost à partir d'une compagnie traditionnelle. Le modèle low cost ne peut pas s'appliquer, on ne peut pas transformer une traditionnelle en low cost. C'est impossible. Parce que vous avez un niveau, enfin bref, l'ensemble des choses ne correspondent pas à ce nouveau modèle. À chaque fois, ils sont obligés de le construire de rien. Ce que Air France a fait pour Transavia, ils ont pris un aérogare séparé à Orly, ils ont pris des personnels séparés, ils ont sous-traité complètement le travail de piste, et la seule chose qu'ils n'avaient pas, c'est les pilotes, et ils ont été obligés de négocier avec les pilotes pour un transfert, et c'est là que ça s'est mal passé, évidemment, puisque les pilotes avaient le pouvoir de freiner le développement de Transavia. Mais les deux fonctionnements sont antinomiques parce que c'est deux modèles qui, d'un point de vue relation, structuration, des schémas, sont antinomiques, sont irréconciliables. Voilà. Et donc, quand je dis qu'il y a quand même des éléments en commun, c'est aussi de la façon dont les salariés se représentent leur travail, qui représente peut-être quelque part le point positif pour l'avenir, c'est que finalement on est quand même dans du transport aérien et que le temps de travail, la pénibilité, la sécurité aérienne, la relation avec l'État, la construction des qualifications, tout ça en fait relève finalement un peu d'une culture commune, qui sont des éléments de petit à petit de coopération, si ça se trouve, entre les différents salariés, enfin les salariés des différentes compagnies. Merci beaucoup. Ce que je propose peut-être, c'est qu'on fasse directement un débat.
pas de pause. Je pense qu'il y avait quand même pas mal d'éléments structurants dans ton exposé qui permettent de mieux comprendre, de mieux situer les enjeux. Et ce qui m'avait d'ailleurs frappé, j'en reviens un peu à cette offre d'emploi, mais ce qui m'avait frappé, c'est que cette offre d'emploi est en partie destinée à des étudiants. Donc si vous pouvez À vous. devenir hôtesse, steward, le temps des vacances. C'est quand même, par rapport à ce que tu as dit, c'est quand même une forme aussi de banalisation énorme d'un métier qui était considéré comme auparavant, qui devant relever auparavant d'une certaine sécurité, d'une certaine tradition. C'était des gens de métier par rapport à des étudiants. Mais est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des interventions? Oui. Moi, justement, parce que par rapport à ce que vous disiez, au niveau justement de la diminution des qualifications, de la déréglementation, donc du personnel étudiant, est-ce que ça a un impact sur la sécurité dans les faits? Est-ce qu'il y a un plus grand nombre d'accidents ou plus d'impact des accidents, des incidents? Il faut savoir si... C'est une question très difficile. Non, non, il y a des réponses. Il a des réponses. Donc, peut-être plusieurs questions, non, je sais pas. Et tu réponds. D'autres questions? Ouais. Est-ce qu'à terme, on peut envisager peut-être une mort des compagnies traditionnelles, vu que les marchés commencent à se recouvrir et que les compagnies low cost n'ont plus des marchés de niche, mais commencent à recouvrir les mêmes marchés que les compagnies traditionnelles? Il a des réponses aussi. Oui. Est-ce que dit le président d'Air France? Bon, il a sa réponse, je ne sais pas si c'est vrai. Mais... Oui, alors, plusieurs trucs. Alors, banalisation du métier. En fait, moi, un des articles que j'ai fait sur la pénibilité, donc le conflit de 2007 et la pénibilité, la résistance à la pénibilité, où je concluais que finalement, dans la mobilisation des salariés d'Air France, il y avait deux mécanismes. Il y avait les plus anciens qui voulaient rentrer chez eux, etc., et les plus jeunes qui refusaient la rétribution symbolique du métier et qui préféraient une rétribution en termes de qualité de vie et de pouvoir rentrer chez eux de façon beaucoup plus régulière. Et du coup, finalement, ces deux éléments me poussaient à dire que ma PNC, c'est devenu un peu un métier comme les autres, y compris de la façon dont les gens l'envisagent dans les grandes compagnies. D'accord ? Donc c'était des gens de métier, ce sont des gens de métier, mais qui, quelque part, banalisent le métier. Je pense que la question des conditions de travail, le fait qu'on puisse en parler aujourd'hui, repose sur cette idée d'une espèce de banalisation. Et, comment dire, les salariés d'Air France, ils volaient 60 heures par 60 heures par mois. En temps de vol, donc le vol, ça n'intègre pas le temps de béton, machin, les escales, tout ça. L'accord, il s'est fait autour de 70 heures dans les années 95, après le plan blanc. La norme européenne est tournée autour de 120 heures, 110 heures, et je crois qu'ils étaient en train de négocier sur 120 heures. D'accord ? Bon. On a quasiment un doublement en fait du temps de vol. Et Air France, on n'est pas à doublement, mais on est quand même à 30 ou 40% plus élevé, y compris les gens qui arrivent épuisés, les hôtesses disant, moi j'arrive au week-end, je suis tellement épuisé que je mets 2 jours à me reposer, donc en fait c'est comme si je n'avais pas de week-end, etc. Donc du coup, même dans les compagnies traditionnelles, l'aspect pénibilité, temps de vol et tout ça, pousse va dans le sens de cette banalisation dont les low cost ne représentent finalement que le point final, quoi, en fait, final, entre guillemets, quoi. Voilà. Mais le problème, moi je pense, mais que je suis peut-être un des seuls à dire, mais que c'est aussi la structuration des personnes qui conduit à ce problème-là. Si vous avez des gens qui ont une moyenne d'âge de 20 ans, ils peuvent supporter des conditions de travail totalement différentes par rapport à des gens qui ont 50 ans. Et d'ailleurs, une des discussions qu'Air France a eues quand ils ont intégré les hôtesses d'Air Libre, c'est que la moyenne d'âge des hôtesses et stewards d'Air Libre
était plus âgée que celle d'Air France. Donc ils ont un peu réfléchi. Ils ne savaient pas trop comment gérer le truc. Bon, c'est le gouvernement qui est intervenu pour faire intégrer 2000 PNC à ce moment-là. Mais là, j'ai une question très importante dans cette affaire-là, quoi. Donc, parce que c'est un métier qui est usant, qui est fatigant, et en plus où il faut qu'on ait toutes ces capacités à tout moment du vol pour pouvoir répondre à toute situation, tout problème de sécurité, quoi. Hein, et on ne peut pas arriver au bout de 8 heures de vol à avoir un incident passager qui aurait une syncope comme ça, et ne pas être en capacité de gérer parce qu'on est trop fatigué, quoi. Ça, c'est pas possible, moi, dans la représentation du métier. L'âge, c'est une condition physique, mais l'âge, ça renvoie aussi, je pense, à des représentations. Le personnel âgé, ayant une ancienneté plus importante, a connu des conditions de travail qui étaient différentes. Et donc, ouais, peut-être aussi. A été socialisé peut-être aussi. Sous l'angle de l'ancien modèle. Voilà. Puis en plus, il en a marre de plus être chez lui, tout ça. Donc il y a aussi ça. Il y a 30 ans, c'était le voyage. Hein, donc on partait un mois. Aujourd'hui, les PNC, ils ont plus les escales de rêve, comme ils disent, une semaine bloquée à Rio parce que l'avion. Air France, dans les années 95, ils ont vachement étudié en fait pour réduire les temps d'escale. Parce qu'avant, donc il fallait attendre 2 jours. Quand on avait fait 10 heures de vol, il fallait attendre. Ça fait 2 jours, 24 heures en fait avant de reprendre. Et comme il n'y avait pas d'avion avant, il y avait un avion, il fallait attendre 30 heures. Il y avait un avion qui passait 24 heures après, mais du coup, comme il fallait attendre minimum 30 heures, ils attendaient 48 heures, le deuxième avion du jour suivant, et du coup, ils avaient 2 jours d'escale au lieu d'une journée. À Rio, voilà, bon, et y compris pendant le carnaval. Voilà, bon. Et tout ça, des trucs mythiques, voilà. Et voilà, Air France a réduit tout ça en organisant autrement les temps de vol, exprès pour réduire les temps d'escale, quoi. Voilà, donc il y a une vraie banalisation pour tout le monde, quoi, donc, tout ça, quoi. Voilà. Deuxième chose sur la déréglementation, est-ce qu'il y a une augmentation des accidents? Alors non, je vous disais, depuis 87, il y a une division par 4 du nombre d'accidents. Donc évidemment, il y a du coup une discussion un peu compliquée là-dessus, puisque tout le monde justifie sa qualification par rapport au risque d'accident. En même temps, il y a moins de risques d'accident. Donc la rhétorique professionnelle, si j'ai envie de dire, c'est-à-dire la construction du discours autour de la défense de la profession, donc est toujours compliquée. D'autant plus, par exemple, quand il y a l'accident de Rio de Janeiro, où la première réaction de la compagnie, c'était de dire c'est une faute de pilotage. Hein, donc, du coup, c'était. Voilà. Bon, après, l'enquête a montré que c'était un peu plus compliqué que ça, qu'il y avait à la fois des problèmes techniques et des problèmes de pilotage. Donc, ce n'était pas forcément des fautes, mais. Voilà. Et. Donc, est-ce que la déréglementation amène plus d'accidents? C'est difficile à dire. Pour l'instant, non, parce qu'en fait, elle est compensée par des hausses technologiques, par une progression technologique régulière, qui fait que, du coup, il n'y a pas l'argument comme quoi c'est toujours essentiel d'avoir des personnels bien formés, qui connaissent bien les procédures et tout ça, quoi. Je pense qu'il y a un débat aussi par rapport au fait de savoir s'il faut maintenir 2 pilotes dans les cabines. O'Leary, qui est le PDG de Ryanair, plaide pour un pilote, en disant qu'un pilote c'est suffisant, et qu'on formera bien une petite hôtesse de l'air pour reprendre les commandes si jamais il y a un petit souci. Il est comme ça. Et alors il y a un pilote qui a répondu que finalement on pourrait peut-être former une petite hôtesse de l'air pour exercer le métier de CIO de Ryanair, si jamais il y a un problème. Mais, et lui il dit, mais être pilote aujourd'hui d'avion, c'est comme conduire un autobus. Donc ça participe quelque part à cette dévalorisation du métier de pilote, à cette banalisation du métier de pilote. Alors l'entrée des femmes dans le cockpit a augmenté en fait la discussion, a relancé la discussion sur ce que c'est que le métier de pilote. C'est dans le même sens, quoi. Donc, maintenant, il se présente plus comme chef de mission que comme pilote émérite. Et avec du coup des discussions commerciales sur un passager qui tombe malade. Est-ce qu'on déroute l'avion? Est-ce qu'on peut quand même continuer? Quelle quantité de carburant on prend pour partir? Est-ce qu'on achète du carburant de l'autre côté? Vous avez des avions de Ryanair
qui ont failli, qui n'avaient pas embarqué assez de carburant pour essayer d'économiser. Parce que quand on emmène du carburant, ça pèse plus lourd, donc on dépense plus de carburant. Toutes les histoires comme ça. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il y a des gains technologiques qui sont énormes aussi, et que maintenant la technologie permet de faire des choses que l'humain devait prendre en charge précédemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sur les low cost, je n'ai pas répondu. Est-ce que le modèle low cost peut remplacer les compagnies aériennes traditionnelles? Alors, ce qu'a dit le PDG d'Air France devant l'audition, il dit mais non, il y a la place pour les deux, parce que le low cost long courrier, ça ne marche pas. Comment dire, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la différence entre le moyen courrier et le long courrier. Hein, il y a une différence structurelle en fait dans la façon dont les compagnies l'abordent. Le moyen courrier, c'est donc des petits avions, 100-120 places, qui font des trajets de 1 heure à 2 heures maximum. Ce qui est pas, c'est donc la majorité du marché intra-européen est en moyen courrier. Mais le Paris-Moscou, qui n'est pas tout à fait intra-européen, le Paris-Le Caire, je crois, ou Tel Aviv, ça c'est du moyen courrier aussi, c'est 2 heures. Et donc sur ces moyens courriers-là, on peut mettre des petits avions, mettre plus d'avions, etc. Sur de longs courriers, on essaye par contre de rassembler les passagers, on est plutôt sur une tendance à avoir des avions de 600-700 places, quoi. Hein, donc, voilà. Et il dit, en fait, le modèle gros avion, personnel très qualifié, pas du tout de souplesse, etc., c'est pas du tout compatible avec le modèle low cost, hein, donc à cause de ça. Bon, on verra dans 10 ans, je ne sais pas, puis peut-être que les low cost auront augmenté par un certain nombre de mécanismes sociaux le niveau interne et auront reconstruit en fait des relations professionnelles on est peut-être dans un moment de l'évolution des choses. J'ai l'impression que quand vous parlez, on a une division du marché entre les petits vols qui restent pour les low cost et les grands pour les compagnies nationales. Et comment les compagnies nationales, eux, voient la concurrence internationale aujourd'hui? Avec des compagnies, aujourd'hui, quand on achète un billet, on ne regarde plus si c'est une compagnie belge ou on tape sur Internet, on ne regarde même plus la compagnie. Ouais, mais ils voient ça comme une concurrence, je ne sais pas. Après, ils essayent de mettre en avant les qualités. Je suis assez fasciné par l'interview de Juniac, où il disait que nous avons, en fait, reconstruit tout une appel vers des couches de très haute contribution et finalement c'était ça l'image de marque d'Air France et de la France, c'est la haute contribution et la qualité qualité française. Mais j'ai l'impression que c'est un argument général de la France aujourd'hui, du Made in France. Mais est-ce que, par exemple, dans une compagnie comme la Belgique, on n'a plus de compagnie nationale? Je sais pas. Est-ce qu'on a des chiffres qui disent que, par exemple, pour les longs trajets, les Français volent à 90% avec Air France au lieu de voler avec Turkish, Qatari, Bangkok Oui, ils volent un peu plus avec Air France, mais je ne sais pas après les mécanismes exacts là-dessus. Je n'ai pas assez de connaissances pour avoir une explication par réseau. Enfin, regardez, sur l'Asie, pays émergents, quelles sont les occupations, le nombre de places à faire par rapport aux places passagers dans les avions. C'est ça qu'il faut regarder. Mais c'est sa question de est-ce qu'elles sont vouées à disparaître dans la mesure où maintenant on a des compagnies mondiales qui, pour les longs vols, visent le marché mondial directement. Oui, mais Air France dit qu'il gagne peut-être la moitié de ce qu'il gagne, c'est sur la classe affaires. Okay. La classe affaires ne peut pas exister s'il n'y a pas à côté la classe tourisme, si je peux dire. Donc en fait, même s'ils n'ont que 10% de passagers, ils payent beaucoup plus, quoi. Il y a des regroupements de compagnies aussi. Il y a des alliances entre compagnies, il y a des prises de participation entre compagnies. Donc on a l'habitude, nous, de réfléchir un peu. C'est un reliquat de l'ancien modèle, mais un État, nation, une compagnie aérienne. C'est plus tout vrai. Maintenant, il faut voir ce qu'on regarde. Est-ce qu'on regarde les passagers? Est-ce qu'on regarde la concentration du capital? Tout ça sont en fonction du niveau et de l'endroit où porte ton regard, tu as des réponses qui sont un peu différentes. En fait, c'est la question du est-ce que le low cost existe pour
pour des longs trajets, j'ai l'impression que certaines compagnies nationales mondiales se positionnent comme ça, ils recrutent dans le monde, ils volent partout Ça, c'est moins l'effet cher de que niche. les autres. Ça, c'est l'effet de niche. Je pense qu'il y a un C'est peu ce qui avait les retours et tout ça, c'est-à-dire que le tour opérateur, c'est-à-dire que dans l'idée qu'on peut découper dans le réseau long courrier une petite partie qui correspond au schéma low cost. Voilà, bon, Voilà. c'est. Et des compagnies comme Jeter, tout ça, on les range où? Parce que ce pas des compagnies traditionnelles, c'est de low cost. Alors, Je ne connais pas. Parce que, je peux bon, par dire. exemple, ils font aussi bien des moyens courriers Europe, mais moi, j'ai vu qu'ils vont à Miami. Ils ont Bruxelles-Miami, donc Ouais. 3 semaines, à des prix défiant toute concurrence, mais je ne vois pas très bien sur lequel modèle ils fonctionnent. Ils font concurrence, d'ailleurs, à Bruxelles Airlines, à l'aise, hein, et Thomas Cook. Et à Ryanair. Donc, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est du low cost, mais qu'ils utilisent encore l'argument national. Moi, j'ai beaucoup volé avec les deux. Donc, quand on est dans Jeter, on sent que c'est une compagnie. Oui, ça Même parle si qu'elle beaucoup est. néerlandais, Voilà. mais il parle très bien français aussi. Donc, c'est Ouais. vrai qu'on sent quand même l'identité belge, c'est vrai. J'ai l'impression qu'ils jouent cette carte un peu que, bon, ils vont prendre des arguments de low cost en donnant la valise directement dans le billet, enfin du traditionnel, mais en alignant des prix comme du low cost. Je sais pas. Et, Oui, je pense aussi qu'il y a Non. il y a deux modèles de référence, puis qu'après on se balade un peu. D'autant plus que le modèle low cost attire à lui tout le monde. Hein, donc voilà, c'est ce qu'on a vu sur les temps de vol. Mais non, parce qu'on parlait de Jeter, par exemple, ça me passe par la tête. C'est vrai que chez Ryanair, ils n'ont pas de différence. C'est toute une espèce de classe économique, quoi. Oui, oui. Tout le monde loge au même ancien, tandis que sur Jeter, si je me trompe, encore maintenant, ils ont des places entre guillemets VIP, comme ils les appellent, donc en début d'avion, où ils peuvent d'office dans le billet un repas chaud, etc. etc. Donc il n'y a pas de distinction, ils ne mettent pas un paravent en disant devant cette première classe business ou derrière les autres. Donc il n'y a pas de distinction dans l'avion, mais ça existe. Mais pourtant les prix sont tout à fait concurrentiels par rapport à des compagnies traditionnelles. Ryanair a une classe de business. Ils ont aussi ça. Ouais, Ah depuis ben voilà 2-3 semaines. l'évolution du modèle Ouais. low cost. Ils visent le marché des affaires. Hein, ce que dit, La classe ce que dit business, Air ben France. faut aussi voilà. choisir sa place et Pour attaquer ses pilotes, Air C'est France un peu disait plus ça. cher, mais Voilà. tu choisis et puis Ouais. déjà. Ah oui, là, bah, tu vois. tout ensuite. Ouais, En fait, c'est votre question du secteur aérien qui n'est pas rentable. Je me demande si c'est pas justement toutes ces compagnies qui ont des arguments nationaux qui bénéficient qui ne sont pas dans le marché de la concurrence, en gros. Là. Je sais pas. Ah oui, avec l'intervention de l'État, c'est ça. Je sais pas comment, en fait, dans un marché globalisé, on peut encore parler d'Air France, etc. et continue. Parce que, je sais pas, parce qu'elles sont toujours appuyées sur des États. En fait, parce que une des raisons, alors je pense là-dessus, c'est que d'abord, le capitalisme est appuyé sur des États, quoi qu'on en dise. Ok. Renault, enfin Peugeot, Renault, voilà, c'est IBM, etc. Ils sont tous appuyés sur des États. On n'a pas. L'idée de l'Europe comme un proto-État qui soutiendrait un capitalisme européen est une fausse vision. Voilà, on ne passe pas de l'un à l'autre. Hein. L'Europe organise la concurrence, mais entre elles, une concurrence au sein. L'Europe ne construit pas ou pas seulement une entité européenne face au capitalisme mondial. Et de la même façon, dans les États organisent la concurrence, mais appuient aussi leur propre industrie, très largement. En fait. Donc du coup, là, il y a un espace pour une espèce d'identité industrielle nationale, et donc pour des compagnies nationales, sans parler des modèles professionnels qui, eux, de toute façon, ont quand même la vie dure, je pense, et qui sont assez structurants et qui ont, quelque part, les compagnies ont du mal, quoi. L'idée d'Air France KLM, c'est qu'on fait la jonction entre deux grands majors européens et on va devenir, alors c'était le mot d'ordre de Christian Blanc, 95, nous allons devenir une compagnie européenne. C'est pas dans le même sens, quoi. On n'est pas adossé à l'Europe, quoi. Au contraire, l'Europe ouvre le marché avec les États-Unis dans des accords de ciel ouvert qui, au contraire, déréglementent encore plus, sans appuyer ses propres compagnies. Et par exemple, quand Norwegian ouvre une ligne Porto, Miami ou je ne sais plus où, avec donc, les PNC
thaïlandais. L'Europe, quand elle accepte ce genre de montage, en fait, elle détruit les compagnies européennes, quoi, quelque part. Quoi. Pour la petite histoire, c'est les États-Unis qui ont refusé. Il n'y avait même pas l'Europe, quoi, en fait. J'avais une question sur l'âge. Justement, vous avez expliqué que c'est le métier le plus éprouvant et puis qu'il y a une image de marque de la jeunesse qui est quand même mise en avant. Au niveau des hôtesses plus des vestiaires, est-ce qu'à partir d'un certain âge, il y a une prévention ou... Il y a une prévention. Ouais, alors il y avait des mécanismes. On les met autre part, il y a un autre métier. Non. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas, donc malheureusement pour les compagnies, ça n'a jamais marché. Alors, il y avait d'abord des mécanismes, donc après l'interdiction du mariage, ils ont essayé de limiter. Il y avait des mécanismes en France, avec une caisse de retraite particulière, qui permettait de prendre sa retraite dès 45 ans. En Belgique aussi. Hein. Donc, je ne sais plus le mode de calcul, mais il fallait 15 ans, 30 ans d'ancienneté, 20 ans d'ancienneté, non 15 ans d'ancienneté et 15 ans, je ne sais pas quoi. Et bref, on pouvait prendre à partir de 45 ans, 50 ans, ou 50 ans, voilà, 50 ans, on pouvait prendre sa retraite anticipée. En fait, il y avait très peu qui le prenaient, quoi, au grand dam des compagnies. D'abord parce que les gens aiment bien voler, c'est trop bizarre en fait ce métier, quoi. Les compagnies font tout pour dégoûter les gens et les gens y restent, quoi. Donc les gens préfèrent lutter pour travailler moins plutôt que de s'en aller en laissant des jeunes prendre la place. Alors que toutes les compagnies construisent leur schéma avec l'idée que ça va être l'inverse, quoi. C'est pour ça que je dis que la pénibilité chez les PNC est un élément donc, qui reflète le métier, mais c'est aussi un élément structurant du problème. Alors, parce qu'ils augmentent la pénibilité pour garder des gens jeunes, et gardent des gens jeunes pour pouvoir augmenter la pénibilité. Donc c'est ça le truc. Y compris parce qu'après, il y a un effet d'affichage où on a toute la publicité autour des hôtesses jeunes, disponibles, etc. Quoi, et belles en plus, etc. Quoi. Et donc ils essayent en fait de mettre ces mécanismes-là. Et en fait, comme en même temps, d'abord il y a une pression du reste du patronat français pour augmenter l'âge, et européen d'ailleurs aussi, pour augmenter le temps de travail, pour repousser l'âge de la retraite. Donc du coup, les PNC aussi en profitent. Et puis après, donc je pense que le métier lui-même, alors en plus, les compagnies ne veulent pas reconnaître la qualification. Le salaire de base donc, est assez bas et en fait les gens complètent leur niveau de salaire avec les primes de vol, d'escale et tout ça. Donc du coup, quand ils partent en retraite, leur métier, les qualifications de base, est reconnue au niveau bac. Hein, donc, alors qu'ils sont à 90%, ils étaient bac plus 2, et à 60%, ils sont bac plus 4, des gens très qualifiés. Donc, si vous êtes en bac plus 4, là, presque. Donc, ces gens-là, la compagnie les reconnaît à un niveau assez bas, d'abord ce qui empêche le reclassement au sol, hein, puisque, par exemple, il y a un litige juridique en ce moment, les hôtesses enceintes donc vont sur un poste au sol, et la direction ne compense pas les pertes de salaire liées aux primes de vol. Hein, donc ça, à mon avis, Air France va perdre. Parce que donc, le salaire de base est considéré comme assez bas. Quoi. Donc du coup, ça n'aide pas le reclassement au sol. Ça n'aide pas parce que, et même à une époque, dans les années 2000, au niveau, donc, parmi mes tâches, j'avais des occupations sociales. On avait bâti un projet pour reconnaître les PNC au niveau bac plus 2. Et en fait, autour de la table, on avait, donc Air France, si vous avez une DRH, une direction des ressources humaines PNC, et une direction des ressources humaines SOL. La DRH PNC était d'accord, et la DRH SOL s'y est opposée. Parce qu'ils auraient été obligés de reclasser les PNC à un niveau bac plus 2 quand ils arrivaient au sol, et non pas à un niveau bac. Autrement dit, ils ont quelque part, la DRH SOL a empêché, et leur DRH PNC était d'accord parce que ça lui permettait de donner une évolution au sol, y compris avec une reconnaissance professionnelle,
pour ces PNC, donc ils ne voulaient plus à partir de 50 ans. Et la DRH Sol ne voulait pas, parce qu'automatiquement, ça les plaçait au niveau maîtrise, et ils ne voulaient pas avoir un arrivage de PNC en maîtrise. Hein, donc voilà, c'est les mécanismes, on les voit, et on n'arrive pas. Les compagnies ne veulent pas installer les mécanismes pour permettre aux gens de partir. Et de toute façon, les gens ne veulent pas, ils veulent voler, c'est une drogue. Le vol, c'est une drogue. Ce qu'ils disent, PNC enceinte, elle dit « Ah, ça y est, j'ai fini mes 4 mois, enfin 3 mois après la naissance, je peux retourner en vol. » À la Sabena, il faudrait vérifier un peu les âges, mais je pense que les hôtesses de l'air, dans les années 60, devaient quitter leur métier d'hôtesse à 45 ans. Ah oui, oui, il y a une obligation légale. Et oui, tout à fait. alors, Mais pareil en France. Elles se sont rebellées contre ça, parce que ça allait à l'encontre de la représentation quelque part dans le métier féminisé, etc. Et elles ont eu gain de cause, et puis la Sabena a mis sur pied une espèce de commission esthétique. Donc, les hôtesses devaient passer devant quelques cadres de la compagnie pour savoir s'ils étaient encore suffisamment bien que pour pouvoir continuer. Il faut le livre, c'était. Ah oui, je veux dire. Vous imaginez un peu hein, dans les années. Oui, non, c'est un grand critère. Est-ce qu'il faut être beau pour être hôtesse ou steward? C'est une grande question que personne n'ose poser. Non, puis s'arroger le droit aussi de juger si tu es suffisamment bien au bout. Donc en fait, il y a des critères médicaux. Hein, donc voilà, ils disent donc il faut que les gens soient avenants. C'est dans les textes d'Air France. Mais après, donc il y a des problèmes sur l'obésité. Donc il y a les PNC obèses qui ont été, hommes ou femmes d'ailleurs, qui ont été licenciés. Et en fait, ça, donc voilà, discrimination, machin, et donc la discussion. En fait, c'est pas du tout facile à gérer toutes ces questions parce que le corps évolue. Hein, donc, d'abord, l'arrière-pensée de la compagnie, bon, c'est un peu que c'est une mauvaise image de marque, mais c'est aussi que les gens sont plus capables de remplir leur rôle. Hein, donc voilà, c'est ça le problème, quoi. Et c'est vrai que quand on voit certains des commandants de bord à 65 ans, bon, on se dit, vous savez, dans les trucs de critères médicaux, donc il faut passer un test sécurité sauvetage. Et donc pour les pilotes, il faut qu'ils sautent à travers la cabine du cockpit en s'accrochant à une poignée. Il y en a un qui a fait ça une fois là, sur une prise d'otage à Alger. Et donc ça fait partie de leur entraînement. Donc évidemment, donc, ils disent, ouais mais bon, quand on a 65 ans, on ne le fait pas tout à fait, on n'est pas aussi exigeant sur ce test-là que quand on a 40 ans. Voilà. Mais on voit bien que c'est le rôle de sécurité qui est le paravent en fait, que les compagnies mettent en avant pour un peu trier leur personnel. Ils disent ouais, les personnes obèses n'ont pas la place de se déplacer dans les allées des avions trop petits, donc c'est normal qu'on ne puisse plus les employer. Quoi. Voilà, c'est des débats qui sont... Bon, après, bon, alors évidemment, on se dit, bon, c'est un peu vrai, puis c'est vrai que ne tiendrait pas à la fatigue, oui, il ne tiendrait pas à la fatigue, mais en même temps, il y a tellement d'arrière-pensée chez les compagnies qu'on a du mal à accepter ce genre de discussion. Quoi. Moi, je me souviens de PNC d'Air Libre qui avait 35 ans et qui disait qu'elle se sentait plus à même de réagir s'il y avait un feu dans une cabine qu'un jeune de 20 ans qui arrive. Quoi. Donc, on comprend ça. Quoi. C'est aussi pour vous que je dis ça. Vous les regarderez de la même façon. Une dernière question. Il est 15h51. Je vais m'obstiner sur la survie d'Air France, en fait. Sur la survie d'Air France, en fait. Est-ce qu'il y a des études qui montrent que c'est 50% de business, par exemple? C'est un peu paradoxal que 50% soit business, alors que les entreprises chercheraient la compagnie la moins chère, etc. Donc, ah non, les entreprises, quand elles envoient leur cadre... Donc c'est une question de prestige, cadre, etc. Oui, et puis d'état de fatigue quand on arrive au bout, et tout ça. Quoi. Donc il faut que les gens soient opérationnels, il faut qu'ils aient bien dormi pendant le vol, enfin il y a plein de critères et tout ça. Quoi. C'est pour ça qu'ils avaient créé un truc intermédiaire entre le business et le classe business et classe... un truc qui permettait, sans avoir bénéficié des bons petits plats, au moins d'arriver reposé, quoi. Enfin, un truc comme ça. Quoi. Bon, mais c'est pas... Non, mais moi, pas juste un truc, un petit mot peut-être sur le conflit d'Air France. Peut-être pas assez... J'avais encore beaucoup de choses à dire, évidemment.
En fait, ce qui est un peu bizarre dans ce conflit, c'est que, bon, d'abord, les pilotes ont bloqué la compagnie pendant 15 jours. Donc, du coup, c'est une catégorie, en fait, qui était un peu isolée, qui s'était isolée, même d'ailleurs, dans les années précédentes, parce que, fondamentalement, au niveau d'Air France, c'est comme un certain nombre de compagnies aériennes, mais pas forcément toutes, les PNT sont dans une situation d'alliance par rapport à la direction. C'est-à-dire qu'ils co-gèrent en fait la compagnie et ils soutiennent la compagnie quand elle s'oppose au reste du personnel, ce qui est assez malsain entre nous. Mais y compris d'ailleurs par rapport au personnel de cabine, alors même que vous avez un certain nombre de mariages endogame entre PNC et PNT. Donc les PNT, en fait, prennent le camp de la direction, voire même devancent ses désirs, quelquefois. Donc, par exemple, il y a eu un conflit sur le droit de grève dans le transport aérien, et les PNT ont participé à une intersyndicale en France, avec une mobilisation, tout ça, et la veille du jour de la manifestation de tout le transport aérien, ils ont négocié un accord pour une application spécifique aux pilotes de la loi sur le droit de grève, etc. Donc ça a cassé évidemment toute la mobilisation. Voilà. Ou alors ils ont remis en cause le comité central d'entreprise d'Air France depuis 10 ans en fait, ou bien alors, etc. Ce qui casse l'unité de la compagnie. Ou alors quand il y a des grèves PNC, ils ne se mettent pas forcément en grève pour les soutenir et tout ça, quoi. Et donc tout ça crée beaucoup de tensions. Et donc quand ils sont mis en grève contre le Transavia, en fait ils sont mis d'abord en grève pour le respect de la signature de ce qu'eux-mêmes avaient négocié avec la direction pour le développement de Transavia. D'accord ? Ils avaient négocié que l'entreprise se développerait à 17 avions. Et quelque part ils étaient en position de force puisque c'est eux qui donnent les pilotes pour que Transavia vole. Hein. Et donc Air France... Donc il y a la grève qui débute, puis juste la veille, je crois Air France annonce Transavia Europe, et du coup, le motif de la grève change, et ils se battent contre l'existence de Transavia Europe. Donc là, l'État intervient, ils arrêtent Transavia Europe, et la grève continue, parce qu'ils veulent le respect, le premier objectif de grève revient en avant. Et donc c'est vrai que je comprends le PDG d'Air France, devant la commission du Parlement, il se plaint en disant que c'était pas facile parce que les revendications tournaient. Je le comprends quelque part, quoi. Mais en fait, ce qui est revenu en avant, c'est le respect de la parole donnée, parce que quelque part, un des objectifs centraux des PNT, c'était que leur mode de gestion de la compagnie, enfin du travail, basé sur des accords collatéraux entre le SNPL, qui ne représente que 70% des PNT, et la direction, soit des accords de cogestion de l'entreprise et qui soient respectés par l'entreprise. Donc ce qui était fondamental pour eux, c'était le respect de l'accord, quoi. Bien plus que le développement, peut-être bien plus que le développement de Transavia. Et là, pour une fois, ils ont été politiques, dans le sens où ils ont inscrit leur grève dans le sens de l'intérêt général de la limitation des low cost, au nom de l'intérêt de tous les salariés transport aérien français. Donc ça ne suffisait pas à contrebalancer des dizaines d'années d'isolement, etc. Mais ça leur a permis quand même de tenir 15 jours, sinon ils n'auraient pas pu tout bloquer sans avoir une légitimation sociale au niveau de leur grève. Moi je l'explique comme ça. Et donc du coup, voilà, c'est un débat qui peut rebondir au niveau européen, parce qu'ils ont quand même montré que c'était quand même pas un truc inéluctable, et que voilà... Transavia Europe a été arrêté. Donc Air France, tantôt dit c'est abandonné, tantôt dit on y réfléchira plus tard. Donc, bon. Mais en tout cas, ce genre de projet, du coup, a quand même largement reculé, quoi. Et peut-être a, du coup, conforté l'idée que seules des nouvelles compagnies peuvent vraiment se développer en low cost. Je pense que c'était une belle conclusion.